En novembre 1947, un plaisantin écrit au club des cœurs solitaires de Maman Dinen afin de demander que l'on envoie un bulletin d'inscription et une brochure d'explication à Martha Beck, une infirmière de 27 ans, superviseur d'un foyer pour enfants handicapés. Le Pensacola Crippled Children's Home à Pensacola en Floride. Cette blague innocente eut d'atroces conséquences, avec la création d'un couple de tueurs qui, en moins d'un an, fut responsable de plus d'une dizaine de meurtres. Les tueurs de la lune de miel Martha Beck et Raymond Fernandez, dont le procès coûte à l'État de New York plus d'1 million de dollars, une somme colossale pour l'époque, sont condamnés à mort le 22 août 1949, avant d'être exécutés le même jour, le 8 mars 1951. On ne peut pas dire que l'existence de Martha Beck, née le 6 mai 1843-1920 à Milton, en Floride, démarre sous les meilleurs auspices. Son père quitte le domicile familial alors qu'elle n'est encore qu'un bébé, il ne donne plus jamais de ses nouvelles, pas plus qu'il n'aide la famille abandonnée. À cause d'un dérèglement hormonal, Martha pèse près de 100 kilos à l'adolescence et, malgré son obésité, elle a les jambes minces comme des allumettes. Son visage, toujours trop maquillé, se perd dans une cascade de menton. Et sa chevelure noire est si rêche qu'elle s'avère impossible à coiffer. Outre l'abandon paternel, Martha subit toute une série d'expériences traumatisantes qui culminent par un viol à l'âge de 13 ans, dont le responsable est son frère aîné. Dans les mois qui suivent, l'acte se répète et lorsque Martha trouve finalement le courage d'en parler à sa mère, celle-ci l'accuse d'avoir commis un péché mortel. Son frère n'est l'objet d'aucune réprimande, tandis que la mauvaise fille est confinée dans sa chambre plusieurs semaines de suite, avec interdiction d'en sortir. En quittant l'école, elle choisit de devenir infirmière en demandant son admission à la Pensacola School of Nursing. Certaines jeunes femmes vous écriront des pages entières pour vous expliquer pourquoi elles ont choisi cette profession. Pour moi, ma décision peut se résumer en quelques mots. Je l'ai choisie, car je crois en toute sincérité que je peux faire de mon mieux pour aider l'humanité. En effectuant ce choix, je ne pense nullement à moi et je souhaite m'y préparer, non pas pour gagner ma vie, mais dans le but d'aider mes concitoyens et de rendre service aux autres. Sur la recommandation de son proviseur, on l'accepte sans hésiter et elle obtient son diplôme le 3 mars 1942 avec les notes les plus élevées de sa promotion, une moyenne générale de 80,02 sur 100. Malgré ses qualifications et le manque d'infirmières dû à la guerre, elle se voit refuser tous les postes pour lesquels elle se présente à cause de son apparence physique. La seule opportunité qui s'offre à elle est de travailler pour une entreprise de pompes funèbres où elle soigne les cadavres. Sa tâche consiste à laver, embaumer et préparer les corps de femmes avant l'enterrement. Pour Martha, déjà fragilisée par son physique et sa peur des hommes, le choc est brutal. Elle qui rêve de servir l'humanité se trouve totalement coupée du monde des vivants. Elle déteste ce qu'elle fait, mais comme toujours, l'exécute consciencieusement. Le club des cœurs solitaires. Sa seule satisfaction, elle la trouve dans des magazines tels que True Love, True Confessions, Romance Stories, avec ses histoires d'amour à 4 sous, dont elle s'imagine être l'héroïne. Les rêves romantiques et passionnés de cette jeune femme obèse et émotive qui tente d'échapper à la vision et aux odeurs des morts expliquent beaucoup de choses sur son comportement futur. Son self-control est si remarquable que son immense détresse apparaît à peine. Au bout d'un certain temps, elle économise assez d'argent pour se rendre en Californie, à Napa, où sa mère vient la rejoindre sans crier gare. Les deux femmes se disputent constamment et Martha prend l'habitude de traîner dans les gares routières, où elle se fait draguer par un conducteur de bus. Au bout de 6 mois, elle est enceinte et veut se marier. L'homme accepte à contre-cœur, mais parvient à échapper à son sort en effectuant une tentative de suicide particulièrement ratée. Il se jette d'un quai, devant d'innombrables témoins qui n'ont aucun mal à le repêcher sous les yeux de Martha. Quelques jours plus tard, elle est hospitalisée à San Francisco pour hystérie. De type amnésique, elle ne se souvient plus de son nom. Une fois guérie, elle quitte à nouveau la région pour s'installer dans un état voisin, où elle trouve un emploi dans un hôpital privé. Au bout d'un mois, elle porte plainte auprès du FBI, affirmant que l'établissement sert de paravent à un trafic d'héroïne et de marijuana. Fin 1943, Martha décide de retourner à Pensacola où peu avant la naissance de sa fille, elle prétend que son mari, le fictif lieutenant Joe Carmen, est mort au combat. Pour la première fois de son existence, elle devient l'objet d'innombrables messages de sympathie et reçoit beaucoup de cadeaux. Le 9 janvier 1944, on lui propose un emploi d'infirmière à la maternité de l'hôpital. Mais le 31 mai, la direction la renvoie parce qu'elle a accueilli un homme dans sa chambre, ce qui est formellement interdit par le règlement. Le 13 décembre, elle épouse un autre chauffeur de bus.
Alfred Beck et ne tarde pas à être enceinte. Le mariage est un désastre, avec des disputes continuelles. Il s'achève par un divorce pendant l'été 1945. Lorsque Martha reçoit la brochure du Club des Cœurs Solitaires, elle sait très bien que quelqu'un lui a fait une blague. Mais cela ne l'empêche pas d'examiner les photos des femmes, dont certaines ne sont pas de toute première jeunesse, ni très belles non plus, et qui témoignent spontanément de l'efficacité de maman Dineen. Celle-ci, habillée des centaines de femmes, a trouvé le compagnon qui leur convient, soigneusement sélectionné à partir des longues listes de célibataires qui, comme vous, cherchent le bonheur au sein d'une union heureuse. Beaucoup de ces hommes sont gais, amusants, charmants et possèdent une situation des plus enviables ou une fortune personnelle. Pourquoi ne les rencontreriez-vous pas? En effet, pourquoi pas? Martha répond sur le champ en envoyant $5 pour l'inscription, ainsi qu'une brève description d'elle-même, citant son âge véritable, mais elle ment sur son poids, et omet de mentionner qu'elle a déjà 2 enfants. Sa fiche est envoyée aux divers membres masculins et, après quelques jours d'attente fiévreuse, elle reçoit une réponse d'un certain Raymond Fernandez de New York. Jusqu'au congé de Noël, ils correspondent avec régularité, les lettres de Fernandez devenant de plus en plus lyriques. Il prétend avoir été guidé vers elle par des puissances psychiques. Dans un autre courrier, il affirme que leurs âmes s'aiment depuis l'aube des temps. Le 22 décembre, une lettre avertit Martha de la venue de Fernandez à Pensacola. Avant qu'elle puisse réagir, un télégramme annonce son arrivée pour le 28. Martha Beck admire Charles Boyer, dont elle avait vu tous les films plusieurs fois, et Raymond Fernandez lui ressemble vaguement. Grand, mince, avec une petite moustache, il a 34 ans en 1947, mais paraît bien plus âgé. Une perruque noire couvre son crâne chauve. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé pour l'intelligence service britannique. Notamment à Gibraltar, il a été cité à l'Ordre de la Nation pour son courage. Marié et père de famille jusqu'en 1945, il connaît une existence sans histoire en Espagne, auprès d'un père très autoritaire. Mais Raymond suspecte sa femme de le tromper avec un autre homme et pense qu'il n'est pas le père naturel de 2 de ses enfants. Cependant, rien encore ne laisse présager sa destinée future. En décembre 1945, alors qu'il émigre aux États-Unis à bord d'un navire, la chute d'un gréement le blesse sérieusement à la tête. À la suite de cet accident pour lequel il est indemnisé et soigné dans un hôpital à Curaçao, sa personnalité subit un changement radical. Et c'est là que débute sa carrière de criminel. Après plusieurs escroqueries, Fernandez s'inscrit à de nombreuses agences matrimoniales, où il devient une sorte de Don Juan matiné de gigolo, mélangeant le plaisir avec les affaires, en se faisant payer pour coucher avec des femmes. Condamné à 6 mois de prison pour un vol ridicule de drapes qui valent $93, Fernandez s'installe à New York où il correspond avec Martha qu'il prend pour une victime potentielle. Déjà surpris par l'apparence physique de Martha et par ses 2 enfants omis dans sa fiche d'inscription, il est déçu par son manque d'argent. Après avoir passé 2 jours et une nuit en sa compagnie, il invente une excuse pour retourner à New York. Sans nouvelles de sa part, Martha lui écrit tous les jours des lettres de relance qui expriment un amour éternel. Fernandez lui signifie avec sécheresse que toute cette histoire est terminée. Sous le choc, elle décide de se suicider au gaz, mais la tentative échoue. 2 jours plus tard, il reçoit la lettre de suicide de Martha et par crainte qu'elle alerte la police sur ses activités, Fernandez lui écrit pour se faire pardonner et l'inviter à venir passer quelque temps à New York. Martha n'hésite pas une seconde, obtient un congé de son employeur, emprunte l'argent pour le voyage et embarque ses 2 enfants avec elle. Au bout de 2 semaines, Fernandez en a assez et insiste pour qu'elle retourne à Pensacola. Pour ce faire, il lui avoue qu'il est déjà marié et pousse un soupir de soulagement quand elle prend le train pour la Floride. Lorsqu'elle veut reprendre son emploi dans la Pensacola Crippled Children's Home, on lui signifie qu'elle sera renvoyée. Le temps de régler ses affaires et de plier bagages, Martha Beck décide de revenir à New York s'installer chez Raymond Fernandez. Acculé, il finit par lui avouer qu'il gagne sa vie en escroquant les femmes seules qui répondent à ses lettres dans les clubs de rencontres. Il propose à Martha de s'associer avec lui, en prétendant être sa sœur, afin de lui offrir une meilleure couverture. Elle accepte sur le champ et va même jusqu'à renvoyer à Pensacola ses 2 enfants qu'elle confie à sa mère. Leur association de malfaiteurs donne tout de suite des résultats. Durant l'année suivante, Fernandez voyage à travers les États-Unis pour rencontrer des femmes par l'intermédiaire de clubs de cœurs solitaires. Il leur présente sa sœur, échange des promesses de mariage, les oblige d'une façon ou d'une autre à retirer leurs économies de la banque pour les lui confier, avant de disparaître dans la nature. Parfois, la jalousie de Martha pose des problèmes. Après un mariage avec une femme dans l'Arkansas, Martha insiste pour partager le lit de l'épouse durant le voyage de noces. Malgré ses inconvénients, elle est d'une grande utilité, et un véritable amour les lie bientôt.
Peu après Noël 1948, il se présente comme frère et sœur auprès de Madame Janet Fay, une veuve âgée de 66 ans vivant à Albany, dans l'État de New York. Au bout de quelques jours, il s'installe dans le minuscule appartement de la veuve, Raymond dormant sur le divan, tandis que Martha et Janet Fay se partagent le lit. 24 heures plus tard, Madame Fay retire la plupart de ses économies, soit près de 3000 $, ainsi que plusieurs chèques payables à son nom. Son attitude précipitée est d'autant plus surprenante qu'elle a déjà été victime d'une escroquerie similaire un an auparavant. Puis Fernandez et Beck embarquent Janet Fay à bord d'un véhicule volé pour l'emmener dans un appartement qu'ils ont loué à Long Island sous le nom d'emprunt de monsieur et madame Charles Martin. La veuve souhaite annoncer son prochain mariage à divers membres de sa famille. Aussi, Raymond écrit le mot « surprise » en haut de plusieurs feuilles de papier et demande à Fay de signer chacune d'entre elles. Cette merveilleuse idée, selon les termes de Janet Fay, consiste à éveiller la curiosité des destinataires avant de leur écrire plus en détail une fois le mariage prononcé. Quelques heures plus tard, en ce 3 janvier, Janet Fay est assassinée à coups de marteau sans que l'on sache exactement qui a commis le crime. Martha est furieuse que la veuve exige son départ. Voici comment elle décrit le meurtre dans une confession écrite. Ray a dû entendre la dispute entre Janet et moi car quand elle m'a giflé, il est intervenu pour empêcher que nous nous crêpions le chignon. Il m'a ordonné de retourner me coucher parce qu'il voulait parler avec Janet. J'ai quitté la pièce en pleurant pour me jeter sur le lit et m'enfouir le visage dans l'oreiller. Quelques minutes plus tard, Ray m'a appelé d'une voix qui semblait effrayée et qui me terrifia. Arrivé dans la pièce, je fus horrifié par ce que j'y vis. Ray était debout, les deux mains serrées autour du cou de Madame Fay. Du sang coulait partout de sa tête et elle gémissait faiblement. Je me précipitai vers Ray en lui criant « Mon Dieu, Ray, arrête ça !» Il me répondit. Ses gémissements me rendent à fou sur ces mots. Il laissa la tête retomber sur le sol et je m'emparai d'un foulard posé sur une chaise que je mis autour du cou de Janet. Il prit le marteau pour l'insérer dans le nœud du foulard et le serra en tournant le manche jusqu'à ce que le tissu se déchire. Pendant ce temps, je tentais de le raisonner, mais il me dit de la fermer. Avisant une écharpe, il réitéra l'opération avec le marteau en m'ordonnant de tenir le manche. Je lui ai dit « Pourquoi elle est sorte ? Pourquoi l'as-tu tuée ?» Je crois que ce n'est qu'à cet instant qu'il se rendit compte de la portée de ses actes, car il s'assit sur le divan en disant « Mon Dieu, qu'ai-je donc fait ?» Il se frappa le front de ses poings avant que je lui ordonne de se calmer en buvant un verre. De toute façon, il ne pouvait plus rien y changer et il fallait garder la tête froide pour faire face à la situation. Je n'ai pas frappé Janet Fay avec un marteau. Pas. Plus que je ne l'ai tuée, je n'ai jamais tué personne de toute mon existence. Le cadavre de Madame Fay est placé dans une malle, mais le couple s'avère incapable de trouver un endroit pour s'en débarrasser. Ce n'est qu'au bout de 8 jours, le 11 janvier, que Raymond loue une maison dans un quartier du Queens pour y enterrer le corps dans la cave. Puis, avec l'aide de Martha, il efface le mot « surprise » de toutes les feuilles signées par Janet Fay et y tape des messages destinés à la famille de la victime. La lettre à sa belle-fille se compose ainsi « Chère Marie, je suis tout excitée et je m'amuse follement. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Je vais bientôt devenir Madame Martin et aller en Floride. Mary, je voudrais te demander une grande faveur. J'aimerais que tu téléphones au bureau de l'American Express afin de me faire envoyer mes malles et les cartons que j'y ai en dépôt. L'adresse figure sur les différentes étiquettes ci-jointes. J'aimerais choisir un certain nombre d'affaires avant de partir pour la Floride. Je suis tellement heureuse et contente car Charles est si gentil et attentionné. Et il en est de même pour sa famille. Ils ont tout fait pour me mettre à l'aise et je me sens comme chez moi. Je t'embrasse très fort, ainsi que les enfants. Vous me manquez énormément, mais je suis certaine que mes prières ont été exaucées lorsque j'ai rencontré cet homme merveilleux. Que Dieu vous bénisse tous. Janet J. Fay, loin d'apaiser les inquiétudes de la famille, cette lettre, dont le style ressemble certes à celui de la victime, éveille leurs soupçons, car Janet Fay ne s'est jamais servie d'une machine à écrire. Du coup, madame, Spencer se rend au commissariat pour avertir la police de la disparition de sa belle-mère. Le jour même de l'assassinat de Janet Fay, Raymond Fernandez reçoit un nouveau courrier adressé à Charles Martin de la part de Delphine Downing, une veuve plutôt jolie de 41 ans qui vit à Grand Rapids, dans le Michigan, avec une fille de 2 ans. Cher Charles, merci pour vos vœux de Noël. Cette période de l'année est tellement agitée et joyeuse que l'on se sent vite déprimé par la suite. Je me sens seul et vide. Pour le nouvel an, j'ai gardé les enfants des voisins pour leur permettre de sortir. La soirée a été tranquille, à part les sirènes qui ont annoncé la nouvelle année et les aboiements des chiens. J'ai des ennuis avec ma vieille voiture. J'aurais peut-être dû suivre les conseils que l'on m'a donnés d'en acheter une neuve, mais cela coûte tellement cher, alors que cet argent peut me servir pour Renel. J'ai un beau garage à 2 places, mais les outils de mon mari encombrent l'endroit. Petit à petit, j'arrive à tout vendre.
Raynel a reçu un tricycle comme cadeau par des amis et elle l'utilise en ce moment en faisant un bouquin du diable. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous écrire si vite, alors que vous n'avez même pas encore eu le temps de répondre à mon précédent courrier. Sincèrement vôtre. Delphine, Raymond Fernandez et Martha Beck arrivent à Byron Center, un faubourg de Grand Rapids, vers la fin du mois de janvier 1949. Delphine, Downing les invite à s'installer chez elle où, au bout d'une dizaine de jours, elle finit par céder aux avances de Charles Martin, le mariage est décidé. Il se fera à New York et dès le mois de février, Delphine vend presque tout ce qu'elle possède pour avoir de l'argent liquide. Mais cette période de bonheur commence à se fissurer lorsqu'un matin, dans la salle de bain, elle aperçoit Raymond sans sa perruque chauve, avec la grosse cicatrice de son accident de bateau. Folle de rage, elle l'accuse de l'avoir trompé et menace de rompre leur engagement. Les jours suivants sont ombrageux. Delphine boude et Charles tente en vain de la calmer, tandis que Martha, calme en apparence, est remplie de haine et de jalousie. Une autre crise se déclare 3 jours plus tard, quand Delphine s'aperçoit qu'elle a du retard dans ses règles et requiert l'aide de Martha, croyant qu'elle est enceinte. Martha achète de puissants sédatifs et lui en administre une dose massive. Après avoir avalé les pilules, Delphine revient de la salle de bain en souriant pour déclarer à Martha qu'elle a ses règles. Elle se plaint d'avoir sommeil et trébuche en voulant aller se coucher. Martha l'installe sous les couvertures et pour la veiller pendant qu'elle dort. Mais sa fille Raynel, qui a peut-être senti que quelque chose ne va pas, se met à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Les nerfs à fleur de peau, Martha la saisit à la gorge pour la faire taire et l'étrangle à moitié. Raymond, dérangé par le vacarme, intervient pour l'empêcher de tuer Raynel. L'enfant arbore d'énormes meurtrissures sur le cou et continue de pleurer. Entre-temps, Delphine, encore à moitié ensommeillée, s'agite et tente de se redresser. Aucun doute possible. Dès son réveil, elle va remarquer les blessures de sa fille et porter plainte auprès de la police. « Fais quelque chose, Ray !» chuchote Martha. « Mais quoi ? J'en sais rien. » « J'en sais rien. » Raymond quitte la chambre et revient avec un pistolet de l'armée qui appartient au mari de Delphine. Il s'empare d'une couverture de laine du berceau de Raynel et entoure le canon de l'arme pour étouffer le bruit de l'explosion. Il tire 2 balles à bout portant dans la tête de Delphine qui meurt sur le champ. Puis il lâche le pistolet et se met à trembler de manière incontrôlable. Comme pour le meurtre de Janet Fay, c'est Martha qui doit prendre les choses d'un main. Elle enveloppe Delphine Downing dans les draps ensanglantés et, avec l'aide de Raymond, transporte le corps dans la cave. Une fois Delphine enterrée, Martha suggère à Raymond de s'enfuir pendant qu'elle se charge d'avertir les autorités. Mais il refuse. Dans la soirée, ils rendent visite à des voisins pour leur annoncer le départ de Delphine, au chevet d'un malade de sa famille. Eux restent pour garder l'enfant. Leur plan initial est d'emmener Raynel à New York, mais elle devient méfiante à leur égard. L'enfant, qui a souvent exprimé le désir de posséder un chien, se calme lorsque Raymond promet de lui en offrir un le lendemain. Le dimanche, ils partent à la campagne acheter un chiot dans une ferme, mais celui-ci est trop impulsif et blesse Raynel qui se met à pleurer. Du coup, Raymond est obligé de le rendre au fermier. Il prévoit toujours de partir le lendemain pour New York, mais la soirée se passe très mal. Raynel refuse de manger et pleure sans discontinuer. Raymond et Martha craignent que les voisins viennent prendre des nouvelles. Et que feront-ils de Raynel à New York si elle continue de pleurer et d'avoir peur d'eux ? Il faut que tu m'en débarrasses, Martha. Mais comment ? Laisse-la quelque part, je ne sais pas, dans un foyer ou dépose-la devant un hôpital. Martha évoque ses propres difficultés à caser ses enfants et les questions qui seront inévitablement soulevées par l'abandon de Raynel Downing. Alors, mets-lui un coussin sur la figure. Étouffe-la. Si elle continue de crier, tous les voisins vont bientôt se pointer, hurle Raymond. Cette fois-ci, c'est Martha qui se met à pleurer. Je ne peux pas, Ray. Non, c'est impossible. Fernandez reste immobile à la regarder sans prononcer la moindre parole. Finalement, Martha se lève et se saisit avec vigueur de Raynel qu'elle emmène dans la cave. Lorsqu'ils ont creusé la terre pour enterrer Delphine, une large quantité d'eau s'est accumulée dans le trou et les 2 complices l'ont vidé dans un baquet. C'est dans ce récipient rempli d'eau stagnante que Martha noie l'enfant, qui est enfoui auprès de sa mère. Pour se détendre, Martha et Raymond décident d'aller au cinéma. Pendant leur absence, plusieurs voisins, alertés par les brusques disparitions de Delphine et de sa fille, téléphonent chacun de leur côté à la police de Grand Rapids. À leur retour de la séance, 2 inspecteurs attendent Martha et Raymond, avec un mandat de perquisition. Après la découverte des 2 cadavres dans la cave, Fernandez se met à avouer tous ses forfaits précédents, Martha Beck confirmant les dires de son amant et complice.
Avertie, la police de New York fait fouiller la maison du Queens, louée par Fernandez, et découvre dans la cave le corps de Janet Faye. Le couple est suspecté d'un certain nombre d'autres assassinats, 17 au total, mais les autorités décident de ne retenir que les affaires de Janet Faye et de Delphine Downing, où les preuves sont évidentes. Car Raymond Fernandez a utilisé de nombreux autres pseudonymes, outre celui de Charles Martin, et correspondu avec des centaines de femmes, dont certaines ont disparu sans laisser de traces. L'État du Michigan ne possède pas la peine de mort dans son registre des sanctions pénales. Du coup, les autorités décident de faire extrader Martha et Raymond afin qu'ils soient jugés à New York pour le seul assassinat de Janet Faye. Tous deux plaident la folie et le procès s'éternise pendant 44 jours avec d'innombrables et ennuyeux témoignages d'experts psychiatres qui assomment les jurés. Jugés coupables de meurtre avec préméditation, Raymond Fernandez et Martha Beck sont condamnés à la peine capitale et transférés à la prison de Sing Sing. De la fenêtre de sa cellule, Martha aperçoit Raymond effectuer sa promenade matinale. On les autorise à correspondre. Les codétenus de Martha racontent que la crainte qu'il a saisie à l'idée que son amant ne l'accable auprès des autorités, afin de tenter une ultime manœuvre pour se disculper. Dans un premier courrier, elle parle de leur appel destiné à donner la priorité au meurtre des Downing sur celui de Janet Faye, ce qui, en entraînant un nouveau procès dans le Michigan, les ferait échapper à la peine de mort. Très cher Raymond, Martha ne se présentera plus à la barre dans le cas d'un nouveau procès. Je ne le souhaite pas, si nous devons nous entredéchirer, pas plus que je ne désire que tu m'ignores ou que tu refuses de me parler ou de sourire. Je peux tout subir sauf ton indifférence. Je suis heureuse et sur ma Julia, je suis heureuse que tu m'aies fait signe de la main ce matin. Merci chérie, du plus profond de mon cœur. Ray, je t'en prie, Ray, accepte ces fleurs et mon amour éternel, ta petite cervelle d'oiseau. PS, si tu gardes ces fleurs, je saurai que notre amour sera à jamais scellé et que rien ne pourra le briser. Au bout de 5 semaines passées dans le couloir de la mort, à Sing Sing, Martha a vendu une rumeur selon laquelle Raymond tente une manœuvre pour lui faire endosser à elle seule la paternité de leur crime. Pourquoi disent-ils de telles horreurs pour nous dresser l'un contre l'autre? Ce n'est pas parce que j'ai entendu ces rumeurs que je vais forcément les croire. Personne d'autre que toi ne pourra me persuader que tu t'es retourné contre moi. Maintenant ou plus tard, si jamais j'apprenais que tu m'as trahi, j'accueillerais la mort à bras ouverts car je t'ai toujours aimé et fait confiance. Je préférerais mourir plutôt que vivre en sachant que tu t'es dressé contre moi. Pendant les longs mois d'attente, de faux espoirs et de stratagèmes juridiques pour retarder l'exécution, Martha Beck s'effondre quelquefois, comme dans ce courrier. Tu as dit des choses affreusement vulgaires et insultantes à mon égard. Tu es un salaud et un dégueulasse, un traître. J'apprends maintenant que tu as parlé à tout le monde. C'est chouette d'apprendre que je suis une terrifiante meurtrière, alors que toi, tu es un pauvre innocent, un incompris et que tu es manipulé par les griffes d'une femelle vampire. Quel plaisir de constater que toutes ces lettres d'amour signées de mon cœur ont été écrites en te moquant de moi et de ma naïveté. Ne perds pas de temps à essayer de te cacher lorsque nous serons à l'église, car je ne chercherai même pas à te regarder ton auréole de petit sein pourrait m'aveugler. Que Dieu ait pitié de toi, Martha Beck. Mais, quelques jours plus tard, elle lui écrit une longue lettre passionnée et pleine d'excuses. 17 mois après le procès, dans la nuit du jeudi 8 mars 1951, Raymond Fernandez adresse à Martha un ultime message. 2 heures avant son exécution, j'aimerais crier mon amour pour toi au monde entier. La réaction de Martha est immédiate. Maintenant que je sais que tu m'aimes, je peux aller à la mort, le cœur en joie. Elle prend le temps d'écrire plusieurs déclarations. Peu importe de savoir qui est à blâmer, mon histoire est une histoire d'amour, mais seuls ceux qui sont torturés d'amour pourront comprendre ce que je veux dire. On m'a dépeinte comme une femme grosse et dénuée de tout sentiment. Grosse, je le suis. Mais si c'est un crime, je ne suis pas la seule. Je ne suis pas stupide, débile ou sans sentiment. La prison et le couloir de la mort n'ont fait qu'accentuer mon amour pour Raymond, et l'histoire est truffée de crimes qui ont été commis au nom de l'amour. Mes derniers mots et mes dernières pensées seront que celui qui n'a rien à se reprocher jette la première pierre. Et dans une lettre au Dr Richard Hoffman, seriez-vous assez aimable pour écrire à ma mère afin de la conseiller pour savoir ce qu'elle doit dire à mes enfants à mon sujet. Ma fille aura 6 mois en septembre et commencera l'école le même mois. Vous savez, docteur, elle a déjà 2 handicaps majeurs contre elle. Et lorsque je m'installerai sur la chaise, cela en fera un 3e. Vous saurez quoi lui dire, afin que son petit cerveau comprenne les choses et ne soit pas blessé par les ricanements ou les moqueries des autres qu'elle aura à affronter par la suite. Martha Beck, matricule 108 594. Raymond Fernandez se montre plus laconique. Je vais mourir, c'est bien comme ça. Comme vous le savez, je me prépare à subir ce châtiment depuis 1949.
Aussi ce soir, je mourrai comme un homme. Ils sont précédés sur la chaise électrique par 2 autres condamnés à mort. À 23h12 précises, Fernandez s'assoit sur la chaise électrique et, dans un geste de défi moqueur, relève son pantalon afin d'en préserver le pli. Martha s'y installe 12 minutes plus tard, avec d'énormes difficultés, à cause de sa corpulence. Il faut que le courant soit envoyé à 4 reprises pour qu'elle soit déclarée morte par le Dr Howard Kipp.